Et donc on va parler, comme vous l'avez remarqué, de LiDAR, si j'arrive à passer la slide. Ok, ça m'a l'air de fonctionner. Du coup, LiDAR, bah, ça vient de ce mot qui est écrit juste sous vos yeux en anglais. Et donc on pourrait traduire en français en gros par détection et estimation de la distance par la lumière, tout simplement. Et donc ça fait partie en gros de la grosse famille de la télédétection. Donc on a notamment par exemple les sonars qui vont utiliser des ondes acoustiques. On a les radars qui utilisent du coup des ondes électromagnétiques, mais du coup les ondes radar, justement, d'où le nom finalement. Donc c'est de la fréquence assez basse. On a aussi tout ce qui est sismographe par exemple, qui vont utiliser du coup les ondes sismiques. Et on retrouve finalement le LiDAR, qui utilise du coup les ondes électromagnétiques comme le radar, mais à des longueurs d'onde plus proches du spectre visible, et notamment les infrarouges. Donc le LiDAR, en gros, ça a été inventé, on peut dire, à partir des années 1960 environ, suite à l'invention des lasers à rubis synthétique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas, mais ça a été inventé par un Américain en 1960 du coup. Ils ont commencé à s'en servir pour mesurer des assez longues distances durant cette année. Et un petit peu plus tard, en 1962, ils s'en sont servis pour déterminer la distance Terre-Lune, donc en visant un endroit à peu près plat sur la Lune, et le signal est revenu, et ils ont déterminé la distance comme ça. Donc GG à eux, belle perf. Du coup, on peut faire plusieurs choses avec le LiDAR. Donc, comme je vous ai dit en premier, la mesure de la distance. Donc, avec la formule assez simple de la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps, qu'on divise par 2, parce qu'il y a l'aller-retour forcément. On peut aussi mesurer la vitesse de certains objets. Donc ça, plutôt que d'envoyer des impulsions comme on le fait pour la distance, en fait, on utilise plutôt un laser fixe et on utilise l'effet Doppler. Donc en gros, si l'objet s'éloigne ou se rapproche, la fréquence de l'onde réfléchie n'est pas la même que la fréquence de l'onde que l'on a envoyée. Et donc ça permet de déterminer si l'objet s'éloigne ou se rapproche. Un petit peu comme le phénomène redshift ou blueshift, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans l'astrologie, mais en gros c'est quand on voit des étoiles dont les lumières nous paraissent un peu plus rouges ou un peu plus bleues, en fonction qu'elles s'éloignent ou elles se rapprochent de nous. Voilà, c'est un autre concept de l'effet Doppler, tout simplement. Et la troisième partie, c'est la composition des matériaux. Donc si on connaît un matériau et qu'on sait la longueur d'onde qu'il absorbe le plus, on peut utiliser un laser de cette longueur d'onde et on va par exemple viser un gros amas de gaz avec ce laser bien précis. Et du coup, les parties du gaz qui absorbent le laser, on sait que c'est le matériau qu'on va chercher. Ça te fait rire ça, Erwana, les gaz. J'en étais sûr. Bref. Donc là, on rentre dans quelques utilisations industrielles où on peut trouver le LiDAR. Donc on va notamment trouver les véhicules autonomes. Donc on peut voir dans l'image de droite la société qui s'appelle Waymo, donc qui est à la base de Google, il me semble. Enfin, Google a créé cette société. De quoi? Oui, enfin l'image de gauche, enfin pas la Tesla, quoi. Bref, vous avez compris. En fonction de comment vous êtes tourné, ça change tout. Donc du coup, c'est une société qui opère en tant que taxi, c'est une société de taxi donc avec des véhicules complètement autonomes. Donc ils opèrent dans 4 villes aux États-Unis. Je crois qu'il y a Phoenix, Los Angeles, Austin et San Francisco. Donc voilà. Et donc il y a plein de capteurs sur la voiture. Il n'y a pas que du lidar. Mais là, le capteur lidar, c'est du coup le cylindre qui est tout en haut. Et alors j'ai mis une image de la Tesla parce que historiquement, en fait, Elon Musk était plutôt contre le lidar à la création de Tesla, en disant que c'était une technologie qui coûtait beaucoup trop cher et que les sociétés qui misaient dessus allaient s'effondrer, en gros. Bon, il n'avait pas tout à fait tort, parce que c'est vrai qu'à l'époque où il a lancé Tesla, effectivement, les prix des capteurs LiDAR étaient très élevés. Mais là, vu que l'industrialisation avance, le prix des capteurs diminue au fur et à mesure. Et donc, c'est pas impossible qu'un jour Tesla change son fusil d'épaule et commence à intégrer quelques capteurs LiDAR sur leur voiture aussi. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient passé une commande à une société qui font des capteurs LiDAR. Bon, à vérifier, mais bon, c'est pas fermé. Et bon, il y a aussi une autre contrainte quand on parle de véhicules autonomes, c'est le look. Évidemment, quand on voit la voiture de Waymo, bon, on peut se poser quelques questions à voir ça chez soi. Pas forcément très joli par rapport au Tesla, mais il ne faut pas oublier que les deux sociétés ont des objectifs différents, vu que Tesla, c'est vendre des voitures, et Waymo, c'est juste des taxis. Donc, ça a moins d'importance, le look, dans ce cas-là.
On peut trouver du coup l'utilisation de lidar aussi en archéologie. Donc en fait, ils vont installer des capteurs sous des avions et ils vont quadriller une zone. Donc là, par exemple, c'est au Guatemala. Et du coup, ça leur permet notamment quand il y a des forêts assez denses de quand même recueillir des données. Parce que les lasers arrivent quand même à passer à travers certaines feuilles. Enfin, les arbres, c'est pas complètement opaque. Même si évidemment, ça fait du bruit un petit peu sur les résultats qu'on obtient. Donc après, il y a un traitement logiciel qui permet d'enlever tous les points qui correspondent du coup à la canopée des arbres et pour essayer de se concentrer sur les points qui ont réussi à atteindre le sol. Et donc ça permet de détecter des structures archéologiques sous de la forêt beaucoup plus rapidement que si les archéologues devaient y aller à pied. Ça permet de leur donner une première indication. Un petit peu dans le même genre, donc là on va retrouver aussi, c'est pareil, en fait, même principe sous des avions, sauf que là on va pas essayer de récupérer à tout prix les points au sol, on va conserver les données telles quelles. Donc là c'est des images de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, et donc en fait ils s'en servent justement, comme on peut voir sur la vidéo à droite, pour faire un état un petit peu des différentes forêts en France et pour pouvoir suivre l'évolution sur les différentes années. Et ils ont aussi un gros projet de LIDAR qu'ils ont appelé LIDAR HD, pas pour haute définition, mais pour haute densité. Donc en fait, ils veulent prendre environ 10 points par mètre carré, et ça sur toute la surface de la France. Donc c'est un projet plutôt cool, j'ai trouvé. Ils pensent faire ça en à peu près 5 ans. Ils ont 60 millions d'euros de budget, donc, en partie nos impôts, hein, évidemment. Mais ça, c'est un projet plutôt intéressant dont j'avais pas entendu parler avant. Et donc, pour récupérer des points sur toute la France, il faut à peu près 3000 téraoctets de données. Et au final, ça me paraît pas tant que ça. Tu le dis pour toute la France, tu vois, 3000 téra. Rien que dans nos PC actuels, on a en général un téraoctet de données déjà. Les 3000 fois plus, c'est pas si énorme finalement. Alors, il y a quelques Dromcom, je crois, comme on appelle ça maintenant, mais pas en entier. Alors, je crois que j'ai un petit peu leur site ici, où ils en sont. Bref, et là, du coup, on peut voir où ils en sont. Donc, ils n'ont pas encore fini, notamment la partie Bretagne, il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, toutes les zones bleues, en fait, c'est les données qui sont déjà accessibles. Donc, on peut aller sur leur site et récupérer le nuage de points qui correspond à la zone. Donc, nous, en Bretagne, je crois qu'il n'y a que la zone vers Morlaix, là-haut, où on peut récupérer des données. Et après, ils mettent à disposition un logiciel où on peut justement extraire ces données et faire des vues 3D, comme vous avez vu un petit peu avec la Tour Eiffel et tout ça. Bon, ça rame pas mal sur mon PC, je sais pas s'ils ont des problèmes d'opti ou si c'est juste mon PC qui est nul, mais bref. Au moins ils mettent ça à disposition de tout le monde et c'est plutôt cool. Alors, tac, on retourne sur la presse. C'est imminent. Voilà, donc il y a la distance Terre-Lune aussi, je vous en avais parlé au tout début qu'ils l'avaient fait en 1962. Et or, la première mission Apollo, c'est 1969. Donc en fait, ils avaient effectivement pas besoin de ces miroirs qui ont été installés par la suite pour déterminer une première distance, mais grâce à ça, ils peuvent déterminer les distances de manière beaucoup plus précise que ce qu'ils faisaient avant, juste en pointant sur un endroit à peu près plat de la Lune. Maintenant, il y a les miroirs qui sont faits spécialement pour ça. En fait, ils sont pas du tout plats, c'est plein de petites cellules qui sont en forme de cube, un peu d'arête de cube, qui sont usinées de manière très précise pour que la lumière reparte directement d'où elle vient en fait. Ouais, c'est plus simple. Et petite histoire, c'est l'observatoire, je crois, de la Côte d'Azur, pas loin de Nice, qui s'occupe aussi de réaliser une partie de ces distances Terre-Lune. Voilà. On en trouve aussi du coup du lidar beaucoup plus proche de nous maintenant, dans certains iPhones notamment, donc avec le scanner lidar qu'on peut voir ici, et certaines applications en tiers partie pour faire des espèces de scanners 3D en fait. Donc on peut tourner autour de statues ou de choses comme ça, et on a du coup le résultat sur l'iPhone. Avoir l'utilité réelle au bout d'un moment, mais bon, au moins c'est là quoi, ça commence. Bon, bah du coup on va passer à la petite démo maintenant que j'ai fini mon blabla. Donc du coup j'ai acheté ce capteur, le TF Luna, on peut voir ici, donc qui est pas très gros, hein, j'ai plus les dimensions exactes, mais de toute façon vous pouvez le voir juste à côté là, assez léger également. Bon, je peux expliquer vite fait les branchements si vous voulez. Il y a 5 fils dont on a besoin, le sixième, le data pas forcément. Du coup, on le connecte ici au 5 volts classique. On a le ground et on a les deux pins qui permettent de transférer les données.
en fonction du mode du capteur, on ne va pas utiliser les mêmes pins sur le Arduino. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Arduino, mais en gros... Et du coup, il y a plusieurs moyens, on va dire, de transférer des données d'un point de vue sérial, donc avec le câble branché ici. Par exemple, entre le PC et l'Arduino, en général, c'est ce qu'on appelle de l'UART. Peut-être pour ça que vous avez déjà vu, je vous montrerai tout à l'heure, mais dans les programmes Arduino, en général, on définit une vitesse BO, qu'on appelle BO, en bits par seconde. Et donc, c'est justement un des impératifs de ce fonctionnement UART, c'est que c'est quelque chose d'asynchrone, et du coup, pour que l'émetteur et le récepteur se comprennent, il faut qu'ils se mettent d'accord sur ce baud rate en bits par seconde. Et donc, ce capteur dispose du mode UART, mais aussi d'un autre, qui s'appelle le I2C, Integrated Circuit Protocol, où là, il n'y a plus besoin de s'embêter avec les baux. Et en fait, c'est l'horloge de l'Arduino qui envoie un signal au capteur, et le capteur, du coup, il sait quand il doit envoyer ses données à l'Arduino. Donc ça, c'était pour le blabla un petit peu plus technique. Bon, on va pouvoir commencer à faire des petites mesures. Je vais ouvrir Arduino déjà, voir si ça fonctionne. Ça serait pas mal. Vous allez voir, le programme il est très très simple, surtout qu'il y a une librairie en fait qui existe déjà pour ce capteur. Donc en littéralement 2-3 lignes, c'est réglé. Tac. Je vais descendre ça pour l'instant. Donc là on retrouve ce dont je vous ai parlé, le go rate là, que j'ai mis à 9600. Donc ça a aussi un impact sur la vitesse de transfert des données. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, 9600 pour moi ça me va bien. Et donc là, juste en fait, grâce à la librairie, on a juste à faire un get data et il va nous renvoyer notamment la distance qui nous intéresse. Et je vais juste l'afficher sur le terminal. Tac, enfin sur le serial monitor. Et donc là, on peut voir déjà qu'il est en train de balancer plein de données. Ça, c'est que la distance? Ça, c'est que la distance, ouais, en centimètres, j'ai pas précisé. Ouais, parce que ça, avec le bow rate, en fait, j'ai même mis un slip. Donc en fait, il envoie ses données toutes les, je sais plus combien j'ai mis le slip. Le slip 100. Donc ouais, il fait du 10 par seconde. Sachant que son rythme de base, si on met pas de slip, c'est 100 Hz, si on modifie rien. Donc 100 par seconde. Bon, je n'ai pas besoin que ce soit aussi rapide. On voit un petit peu les données. Et on va voir du coup si ce truc-là est précis. Je récupère mes accessoires de haute technologie. Hop là, donc là je l'ai mis à peu près à 20 cm. Bon, on peut voir que c'est pas hyper précis. Il faut savoir que sur la doc, c'est indiqué que sur une plage entre 20 cm et 8 mètres, je crois que la précision c'est plus ou moins 6 cm. Donc ouais, ça dépend des utilisations qu'on veut en faire, quoi. 6 cm c'est quand même beaucoup. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est parce que n'est-ce pas? Donc ça voilà, après on peut s'amuser avec quelques petits trucs en plus. Notamment par exemple des surfaces réfléchissantes, genre un miroir. Donc déjà ça nous apprend que je suis très séduisant. La deuxième chose qu'on va apprendre, c'est que ça fout la merde sur ce genre de capteur en général. Je vais essayer de me faire vers 20 cm là. Et alors, faut savoir qu'avec ces capteurs, trop d'intensité, c'est pas bien non plus. Genre, si tu renvoies toute l'onde sur le capteur, il va aussi commencer à faire des trucs bizarres, genre à mal mesurer. Genre là, tu vois, je suis à 20 cm, il met 50, enfin, il fait déjà n'importe quoi. Et si je commence à envoyer les données, donc on peut imaginer les éventuels problèmes, genre si c'est sur une voiture et qu'il y a un pare-brise en face et qu'il détecte qu'en fait c'est 2 mètres plus loin, ça peut poser des soucis. Et c'est pour ça que les voitures autonomes n'utilisent pas un seul type de capteur, mais plusieurs, et que il y a un ordinateur de bord qui gère un petit peu tout ça. On peut tester aussi les conditions météo, genre la neige par exemple. Alors j'ai pas de neige, j'ai pas de neige, mais j'ai une poudre que le patronat connaît bien. Je ne dirai pas plus. On a la neige par tout le monde. Juste le sachet à la fin de la séance si vous voulez. J'en ai par tout le monde. Hein. C'est toi qui m'as dit Bon, on va voir déjà si ça fonctionne ou pas. Je me mets un petit peu plus haut, histoire qu'on retourne bien. C'est 36 cm et quelques. Je vais me pousser un peu dessus. Voilà, 39. Donc, si je me foire pas,
Ça va être l'échec en live, je le sens, attention. Non, c'est vrai. On voit que bon, ça bouge un petit peu plus, quoi. C'est pas flagrant de ouf, je vous l'accorde, chez moi ça marchait mieux. Mais ça fait un petit peu de. Après, j'ai plus beaucoup de farine, je pense que je vais en remettre un petit peu. J'ai jamais trop de farine. Test numéro 2. Ouais, non, oui, on a eu un 20 passé assez vite. Mais bon. Bon, c'est pas trop loin de ouf, mais bon, ça gêne un petit peu quand même. Quoi. Ouais. Ou d'autres choses. C'est comme ça qu'on fait des barbales. Oui. Et le dernier truc qu'on peut voir, peut-être, c'est que l'avantage de ce genre de capteur, c'est que ça fonctionne aussi en basse luminosité. Et c'est notamment un des usages sur les iPhones, c'est que ça permet de mieux gérer l'autofocus sur des scènes de nuit. Avec le laser, du coup, il sait quel objet on vise. Donc ça aide un petit peu. Là, c'est pareil, on va voir que normalement ça fonctionne bien. On est à combien là? 17, 18. Normalement, ça devrait le faire. Il faut juste voir que ça ne fait pas trop bouger le truc, quoi. Voilà, on est toujours aux mêmes mesures. Même dans l'obscurité. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes accessoires de magie. Merci tout le monde. Voilà. Ainsi, petite dernière précision dont j'ai pas parlé, j'avais dit que les capteurs étaient encore assez chers. Et c'est vrai que pour ce truc-là, précis à plus ou moins 6 cm, c'est quand même 30 €. Alors que tu as des capteurs à ultrasons, tu en trouves entre 2 et 5 € qui sont précis à 3 mm. Bon. En fait, ça dépend des usages qu'on veut en faire. Par exemple, si vous voulez viser un objet dans un tuyau, bah avec le sonar, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup d'interférences, ça va résonner dans tout le tuyau. Alors que là, l'avantage du laser, c'est que au moins c'est plus guidé, donc en théorie, moins d'interférences et une mesure plus précise. Bon, voilà, c'est des cas bien spécifiques. Si vous voulez juste faire de la robotique, je conseille plutôt les ultrasons pour l'instant. Voilà, c'était juste ça en plus. Les télémètres, des trucs comme ça, pour mesurer la distance, c'est pas bien, c'est ultrason. C'est sur quoi? Sur les téléphones ou sur les trucs pour mesurer les mettre avec un pointeur laser pour mesurer la distance. Ouais, bah si c'est laser, de toute façon, il y a des fortes chances que ce soit LIDAR. Hein. On va pas rajouter un truc ultrason en plus du laser, je pense. Pas les radars voiture. Bah, théoriquement, tu peux t'en servir pour déterminer une vitesse, donc peut-être que tu peux gérer aussi. Viser le pare-brise, quoi. Ouais, faut bien viser, ouais. C'est pas ça qu'ils mettent dans l'aspirateur robot aussi maintenant T'as un truc, ouais, pour voir la poussière, ouais. C'est ça. Ah non, attends, les aspirateurs robots, ah oui, non, je pensais à autre chose, parce que dans les Dyson, t'as un laser qui te montre où est la poussière, mais c'est un truc différent. Mais sur les robots, ouais, je pense que ça doit se faire maintenant, ouais. Après, il faudrait peut-être des capteurs de meilleure qualité que celui que j'ai là aussi, quoi. Parce que j'ai pris le premier prix, mais bon, peut-être que si tu mets un peu plus, t'as peut-être un truc plus précis aussi, quoi. Mais j'aurais été moins heureux. Il faut pas qu'il aspire son robot, il aspire. On n'est pas con, quoi. Voilà.